j'ai 25 ans actuellement. Dans 5 jours, j'aurai 26 ans. Je suis assez jeune par rapport à la fanbase habituelle peut-être de Gundam, que j'ai découvert finalement très tard. Je l'ai découvert avec les Blu-ray All the Anime, donc j'ai eu cette chance-là de le découvrir dans, entre guillemets, les meilleures conditions possibles, puisque j'ai commencé à regarder Gundam avec la trilogie cinématographique Gundam. Il était pas très cher, il y avait 3 films, et c'est vrai que Gundam, c'était un nom qui m'évoquait quelque chose, quoi, et ça m'évoquait une sorte de Star Wars japonais, que j'avais aucune connaissance de ça. Et donc j'ai acheté ce coffret, j'ai regardé la trilogie, et je suis tombé amoureux, mais vraiment tombé amoureux. Donc je me suis un peu renseigné sur comment la saga a été construite, pas évident, parce que c'est vrai que c'est un univers qui avait à ce moment-là quasiment 40 ans. C'est vrai que l'univers me semblait dense, complexe, c'était pas évident à l'approcher, donc bon, j'ai vu que la suite logique c'était Zeta Gundam, j'apprécie souvent de voir les choses dans leur ordre chronologique, donc j'ai acheté le coffret Zeta Gundam, puis Double Zeta, puis Char Contre-Attaque. Là je m'avance un petit peu, je vais remonter un petit peu en arrière. La chaîne YouTube Pink Platypus est une chaîne que j'ai créée le 27 mars 2016. Le 21 février 2017, donc un an plus tard, j'ai sorti la première vidéo, c'était une review du manga Pokémon La Grande Aventure, rien de très exceptionnel, c'était vraiment un format YouTube tout à fait standard. Du coup, j'ai découvert donc à ce moment-là Mobile Suit Gundam, je suis tombé amoureux, on y vient, et c'est là que je me suis dit ce serait bien s'il pouvait y avoir une vidéo sur YouTube qui récapitule un peu l'univers Gundam, qui présente les différentes chronologies établies dans l'univers. Et c'était, voilà, j'avais une idée de vidéo là-dessus. Et ça devait être, en fait, j'avais une émission à l'époque qui s'appelait Pop-Pulp. Donc je me retrouve avec cette idée-là de faire une vidéo sur Gundam qui aurait dû être mon 4e épisode de Pop-Pulp. Donc mon 3e épisode de Pop-Pulp était consacré au Super Sentai, il faisait 30 minutes et je me suis dit, bah voilà, ce sera un format plutôt sympa, 30 minutes pour parler de Gundam. Ça, c'était en décembre 2018, j'avais cette idée-là de faire une vidéo courte, c'était vraiment le but à la base. Je me suis planté, hein. Si le but c'était de faire un truc court, on est d'accord que le produit final correspond pas tellement à ce que j'avais prévu à la base, mais voilà. J'ai maintenant 24 ans, on est en juin 2019 et je commence à écrire le script de ce 4e épisode de Pop-Pulp, une émission où je parle voilà, de plusieurs sujets de la culture pop. Dans les faits, c'était plutôt la culture otaku, mais passons. Donc je commence. Et le 4 juillet 2019, comme tu le dis, Saga, j'ai eu la chance d'assister à la masterclass de Yoshiyuki Tomino, le créateur de Mobile Suit Gundam. Ça a été un coup de foudre. J'étais face à cet homme, j'ai rencontré cet homme, il était là, et ça, indescriptible. C'était juste fou. Donc le 4 juillet 2019, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai rencontré le créateur de Gundam. À ce moment-là, j'avais pas encore de script, hein, j'avais pas encore d'ébauche pour le film, juste l'envie d'en faire un et un début de rédaction de script. À ce moment-là, l'idée, c'était pas de faire un film sur Mobile Suit Gundam, la série originale, la trilogie cinématographique, c'était juste de parler de Gundam dans son ensemble, la saga dans son ensemble. J'avais pas du tout idée de juste me concentrer sur la première série. Le 16 juillet 2019 était sortie ma dernière vidéo sur YouTube, qui restera pendant très longtemps, donc ma dernière vidéo sur la chaîne, c'était une critique de l'animé School Days, pareil, rien d'exceptionnel. Et donc là, j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube et je me suis dit, bon allez, on va se concentrer pour faire une vidéo sur l'univers Gundam. Je commence à me renseigner, à chercher un peu des informations, et je me rends compte que 30 minutes sur l'ensemble de l'univers Gundam, essayer de rendre ça ludique, ça va pas être évident. C'est compliqué, d'autant que j'avais un peu un syndrome de l'imposteur aussi, parce que j'avais pas vu tous les Gundam, très loin de là, à ce moment-là. Wing, Double Zero, je connaissais pas, hein. C'était compliqué, c'est un univers tellement dense, tellement compliqué, d'autant que j'ai commencé mes recherches sur la première série Mobile Suit Gundam, et je voyais qu'il y avait déjà beaucoup à en dire. Le 28 juillet 2019, je découvre le documentaire Making Gundam The Inside Story, qui a été diffusé sur YouTube, qui est un documentaire de la NHK, qui retrace, interview à l'appui, donc en fait c'est vraiment je dis documentaire, c'est une vidéo qui est quasiment exclusivement composée d'interviews du staff de la série originale et de la trilogie cinématographique, qui retrace l'histoire de la production, de comment ça s'est fait, etc. Vous connaissez ce documentaire
documentaire directement ou indirectement, puisqu'il a été largement utilisé pour le film La jeunesse de Gundam. Quand j'ai vu ce document, j'ai été ému, mais vraiment extrêmement ému. Alors il était en japonais, proposé avec sous-titres anglais. Je comprenais pas tout, je suis pas bilingue français-anglais, mais j'ai compris l'essentiel, j'ai compris ce que j'étais en train de regarder. J'étais ému de voir comment est-ce qu'il tous les acteurs de la série originale parlaient de la façon dont ça avait été construit, dont ça s'était fait, et je trouvais ça super. Et je me suis dit, mais oui, mais voilà, au lieu de faire une vidéo de 30 minutes que je maîtriserai pas forcément dans tous les cas, puisque je suis très loin d'être un expert Gundam, autant faire une vidéo uniquement sur une période restreinte, celle de la première série et de la trilogie cinématographique Gundam. J'ai commencé à travailler là-dessus, à me dire que je vais utiliser ça comme base pour un film documentaire. Il était alors pas du tout question de faire un truc qui durait 2 heures. Il s'agissait encore d'un documentaire YouTube, à 40 minutes, 1 heure maximum, mais vraiment pas plus, quoi. Et c'était juste pour me servir de ça comme base pour illustrer mes propos. Le 19 septembre 2019, la production est officiellement commencée. C'est là que je commence à écrire le script, à sélectionner les interviews que je vais ensuite utiliser dans le documentaire final. Du 29 septembre 2019 au 2 octobre, ça a été une période de rush énorme. J'y ai passé des nuits blanches avec donc Johan et Louis sur Discord. On a traduit pendant du 29 septembre au 2 octobre toutes les interviews de l'anglais, donc qui était sous-titré en anglais, vers le français. Alors bien sûr, c'est pas top de prendre un documentaire japonais traduit en anglais via des sous-titres pour le retraduire en français, pour effectuer un doublage en français plus tard. Mais bon, je parle pas japonais, dans mon entourage personne parle japonais. Engager un traducteur, c'est un coût conséquent. Il n'y avait pas encore la prétention de faire un film de 2 heures. Je me suis dit, voilà, japonais, anglais, français. Ouais, pour YouTube, ça va aller, quoi. Ça, on va pas la peine de faire trop dans le détail. Donc, ça a pas pris longtemps, 29 septembre, 2 octobre, ça a pris 3 jours, 3-4 jours maximum. Ça n'a pas été extrêmement long, d'autant que c'est pas tout le Making Gundam qui a été traduit, c'était une sélection d'interviews qui était très conséquente. Il y en a beaucoup qui ont été retenus quand même. Mais bon. Le 8 octobre 2019, toujours, j'ai mon script, ma première version du script, qui est plus un plan, en fait, d'un film qui est structuré en 7 chapitres. Et je commence la rédaction, à commencer par le chapitre 1, que j'ai soumis le 14 octobre à Buntavi Suvillet, qui a eu la gentillesse de le relire. Et donc, c'est vrai que c'est très, très sympathique de sa part. C'est le seul chapitre que je lui ai soumis, parce que c'était le seul où j'avais vraiment un sérieux doute sur ma capacité à être juste, en fait, dans ce que je disais. Et comme elle avait fait un article qui retraçait un peu l'histoire du mecha, et c'était un peu le but de ce chapitre 1, si on nommait Yamato, je me suis dit que c'était une bonne idée, et ça l'a été très sympathique. Je la remercie encore. Le 18 octobre, j'enregistre mon tout premier comédien. Donc c'est Georges Gilbert qui interprète Go Nagai et Ichiro Itano. C'est un comédien qui voulait lui aussi, qui veut un jour travailler dans le milieu du doublage. Et je lui ai dit, écoute, moi un jour je veux réaliser j'aimerais plus tard faire des documentaires et me professionnaliser en tant que réalisateur. Tu veux te professionnaliser en tant que comédien de doublage? Soyons tous les deux bénévoles autour d'un projet complètement taré, hein. C'était ça l'idée en fait, hein. C'était de se dire, écoute, voilà, fais tes premiers pas avec moi et moi je ferai mes premiers pas avec toi. Et c'était un peu l'idée que j'avais avec tous les comédiens au final. Donc c'était mon tout premier enregistrement, donc c'était intimidant pour moi, c'est la première fois que j'enregistrais quelqu'un, donc en fait ça s'est fait à mon domicile avec ce micro, celui-là. Encore une fois, la prétention, là, c'était pas de faire un documentaire diffusable à la télévision, par exemple. Le but, là, c'était vraiment de me rapprocher d'un format plutôt YouTube, hein. Et donc, un petit micro comme ça allait, quoi. Et je voyais pas le problème. Et donc, j'ai enregistré Georges Gilbert pour les quelques répliques qu'il avait, parce qu'effectivement, même si j'avais pas mon script de terminé, j'avais déjà sélectionné les interviews, et donc je savais déjà autour de quoi ça allait s'articuler, donc je pouvais déjà enregistrer les comédiens. Donc on est en octobre 2019 toujours, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un emploi à mi-temps à ce moment-là. Donc je pouvais moi me consacrer à mon documentaire, mais j'avais des ressources financières conséquentes derrière. À ce moment-là, j'étais un youtubeur de 200 abonnés, il était hors de question de gagner de l'argent avec ça, d'autant que j'allais utiliser des interviews d'un documentaire qui ne m'appartient pas. Il était évident que pour le droit d'auteur, je n'aurais jamais de rémunération, je ne pourrais pas être monétisé. Et donc avoir cet emploi à mi-temps m'a permis vraiment de tenir bon. En novembre, j'étais en plein rush sur l'écriture du documentaire et anecdote, j'étais déjà obnubilé par ce documentaire, je dormais Gundam, je buvais Gundam, je consommais du Gundam. Et puis je me balade, je vais dans un kiosque et je vois ceci. En novembre 2019, une interview de Yoshikazu Yasuhiko dans ce 12e numéro du magazine Atom. Là, je me suis dit, merde, mon script est déjà
terminé. Et là, il y a ce magazine-là qui se permet de sortir fin 2019 pour me dire bon, bah, mon coco, maintenant, t'as plein de nouvelles données à rajouter à ton script. Bah, bon courage, en fait. Et comme un idiot, la production était déjà commencée. J'avais déjà entamé donc les enregistrements des comédiens, etc. Et bon, bah, je me retrouve au dépourvu, donc bah, en urgence, je réécris, je lis l'interview avec passion. Je l'ai lu sur la route. Je me rappelle, j'étais en colère hein, parce que je pensais déjà avoir mes petites sources, mes petits machins, mais parce que la grosse erreur que j'ai faite à ce moment-là, et je le réalise aujourd'hui pour mon prochain projet, évidemment, les choses seront différentes. Mais là, c'était mon premier vrai projet d'une telle envergure. Le travail de recherche préalable à la production n'avait pas été effectué. J'avais pas une liste de documents, une liste de sources établies dès le départ en me disant je pars de ça et puis j'écris autour de ça. J'avais vu le document de la NHK, donc les interviews, et je m'étais contenté de ça en me disant je vais articuler mes recherches autour de ça, mais grosso merdo, je vais raconter ce que raconte ce document-là. J'avais pas du tout l'intention de faire un documentaire de 2 heures, pas du tout. Et j'ai vu ça, et je me suis dit merde. Donc j'ai rajouté bien sûr des passages de cette interview qui est passionnante, évidemment. Il y a Yoshikazu Yasuhiko qui revient sur sa carrière. C'était important de le rajouter. Donc le 6 décembre, je termine 2019, je termine une version 2 du script qui fait maintenant 15 pages. J'ai 8 chapitres écrits et j'ai un prologue qui ne sera pas dans le produit final. Et je me rends compte en décembre 2019 que j'ai raté le coche des 40 ans de Gundam. Parce que ça peut paraître un peu débile, mais quand j'avais commencé tout début à concevoir ce projet-là, c'était donc encore en juin, j'avais l'idée de sortir le film pour fin 2019, voilà, juin, ça me laissait environ 6 mois, pour faire une vidéo sur Gundam qui durerait pas trop longtemps, qui serait pas trop prétentieuse et que je pourrais faire en 6 mois pour les 40 ans de Gundam. Bon, c'était raté, hein, du coup, et j'arrivais à décembre 2019 et je me suis dit, bon bah, tant pis. Il sortira plus tard. Et là, Takato, d'ailleurs, c'est toi que ça concerne, parce qu'à partir du 2 mars, pour la première fois, je vais parler de mon documentaire à quelqu'un d'autre. Alors, je dis à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, j'étais en couple, je précise. Hein, tout ça, tout ce que je raconte, c'est dans un 12 mètres carrés. Je vis dans un 12 mètres carrés, c'est un tout petit studio, et je vivais enfermé ici, et c'est là que je faisais c'est là que j'ai fait le documentaire. C'est pas très sain de rester enfermé aussi longtemps dans un endroit aussi petit. Je sortais juste pour faire les courses ou pour acheter des documents pour le documentaire. J'étais documentaire Gundam tous les jours. Et je n'en parlais à personne, à part à ma copine avec qui j'habitais dans ce 12 mètres carrés. Sauf le 2 mars 2020 où j'ai pris contact avec Takato parce qu'il commençait à réaliser des articles sur Manga News et il en profitait pour donner quelques informations que je n'avais pas. Exemple d'informations que j'avais pas, que Takato m'a appris, c'était la nomination de Gundam pour l'animé Grand Prix de 79 et 1980. Je n'avais même pas connaissance de l'existence de l'animé Grand Prix d'Animage. Je lui ai dit, voilà, je vais réaliser un documentaire, et ça m'a fait un bien fou de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui connaît Gundam, parce un peu comme pour mon chapitre 1 avec Buntavi Sufile, j'avais cette envie de partager un peu mon travail, m'assurer que je disais pas n'importe quoi, et que j'allais pas dans une direction complètement erronée. Et puis le 17 mars, 2020, un petit peu après d'ailleurs que j'ai découvert le film Char contre-attaque après une diffusion au Grand Rex, c'est le début du premier confinement. Je rentre en chômage partiel, pas en présentiel, à l'entreprise pour laquelle je travaillais en tant que commercial, et j'étais donc à temps plein sur mon documentaire tout en étant payé. C'est la meilleure période du documentaire, clairement, parce que j'étais payé, j'avais un salaire constant et je pouvais bosser à temps plein sur mon film. Il y avait ma copine en plus. Bon, c'était une ambiance très chill, très très sympa, et aujourd'hui encore j'en garde des bons souvenirs. C'est pour ça que je vous dis, ça fait partie de ma vie, en ce sens que le documentaire, c'est pas que ça fait partie de ma vie, c'est que pendant un temps, ça a été ma vie, ça a défini ma vie. Pendant ce premier confinement, je fais une version 3 de mon script qui passe de 15 à 18 pages. Et cette fois-ci, le prologue se concentre non pas sur la définition du mecha, mais sur l'introduction du mecha en France. C'était pas ce qu'il y avait de plus futé, mais c'était une idée que j'ai eue d'attraper les fans de Goldorak et de dire « T'as aimé Goldorak ? Moi, je vais te parler d'un truc que c'est pas du Goldorak, c'est autre chose, mais voilà, c'est un peu couillon peut-être, mais c'était l'idée que j'avais eue en fait. Tu demandes à un quarantenaire qui est pas un fanat d'animation, hein, juste un quarantenaire lambda, dis-moi un mecha, un robot géant japonais, il va te dire « Bah oui, Goldo, quand j'étais gamin, c'était Goldo, quoi ». Et donc, j'avais ma troisième version du script, et on se rapproche de plus en plus d'un format documentaire. À ce moment-là, le film, dans ma tête, il va faire 1h30. Le 27 avril, je rencontre l'ami Jet Black.
Non, pas du tout. Pardon, je me suis trompé. Ça, c'est beaucoup plus tard. Excusez-moi. Le 27 avril, c'est pas du tout ce Alexandre-là que j'ai rencontré. C'est le Alexandre, le créateur de Dur de la Feuille, qui autorise que j'inclus dans le documentaire des petits extraits de Pop-Up. Un épisode qu'il avait dédié à Gundam. Donc Pop-Up, c'est un podcast en fait où il parle un peu voilà de la culture pop. Hein, tout est dans le nom, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au nom de mon émission Pop-Up que je faisais avant. Donc voilà, et donc Alexandre, créateur de Dur de la Feuille, autorise à ce que je mette ces petits extraits audio, donc le documentaire est parsemé de temps en temps de petits passages. J'aimais bien l'idée en fait qu'il n'y ait pas que de la voix off qui explique les choses, mais aussi que ce soit agrémenté d'interviews, de petits passages télé, radio, etc. Ou en l'occurrence là de podcast, histoire de dynamiser un peu le film. Si le film dure 1h30, il faut qu'il soit dynamique et il faut surtout qu'il propose d'autres voix que la mienne, parce que m'entendre parler pendant 1h30 c'est sympa, mais c'est cool aussi si on peut en entendre d'autres, dit-il en faisant un live d'1h30 où il est seul à parler. Bref. Le 22 mai 2020, 2 jours après mon anniversaire, j'ai alors 25 ans et c'est le début de la fin. Teasing. J'ai 1 heure de film monté à ce moment-là. Mon documentaire avance très bien. 1 heure de film monté, alors très bien. Bon, j'ai mis un sacré paquet de temps pour y arriver, hein, de septembre à mai quand même. Bon, j'ai 1 heure de film monté. J'exporte pour la première fois depuis mon montage la vidéo donc d'1 heure, qui n'est pas terminée certes, mais enfin, voilà, c'était pour voir la tête que ça avait. Goldorak est ce qu'on appelle un animé mecha, un style très à part qui met en scène des personnages utilisant ou incarnant des armures robotisées. Il s'agit d'un genre presque aussi vieux que l'industrie de l'animation japonaise elle-même, et c'est par ce genre que nous nous sommes initiés à la culture nippone. Le mecha a depuis proposé des centaines, peut-être des milliers de films et de séries, offrant des multitudes d'histoires et une incommensurable richesse. De Evangelion à Code Geass, les robots géants ont su évoluer et se frayer un chemin privilégié sur nos écrans. Mais parmi toutes ces licences, au milieu de tous ces titres, il en est un qui les domine tous. Une franchise qui a pour ainsi dire redéfini le genre tout entier et est devenue une véritable institution, un pilier culturel au pays du soleil levant. Cette franchise trop longtemps ignorée chez nous a fêté ses 40 ans en 2019, et si certains connaissent déjà son nom, il est temps, je pense, de revenir aux fondamentaux. Je vous propose un voyage vers l'un des animés les plus fascinants jamais créés, à la production chaotique et aux répercussions démesurées. Je vous propose un voyage à travers le temps, où nous reviendrons sur les origines du genre mecha pour comprendre en quoi cet animé fut une révolution. Je vous propose de découvrir la genèse de Mobile Suit Gundam. Je le regarde et je suis terriblement déçu. Ça m'a fait mal physiquement. J'ai regardé sur mon grand écran avec les grosses enceintes, j'ai regardé tout ça. J'étais déçu. Le film était pas complet. Dans le sens, oui, il n'était pas fini, il n'y avait qu'1 heure de film sur les 1h30 prévues à ce moment-là. Mais il n'était pas complet en ce sens qu'il y avait plein de trous dans la narration. Il y avait trop de sujets survolés. C'était trop superficiel. La prise de son était pas terrible. C'était ce micro-là, qui est un très bon micro, c'est pas la question, mais... Je suis allé sur YouTube pour regarder les documentaires d'Arte, qui a la gentillesse de mettre ses documentaires en replay sur YouTube. J'ai regardé mon projet, je me suis dit, non, ça va pas. Ça va vraiment pas. Bien sûr que je peux pas égaler une production Arte à moi tout seul dans mon 12 mètres carrés, évidemment. Mais la différence était trop énorme. C'était un mix bâtard entre un documentaire et une vidéo YouTube. Ça allait pas. Soit ça devait être une vidéo YouTube, auquel cas, format YouTube, on y va, mais dans ce cas-là, c'est pas 1h30, il n'y a pas d'interview, soit c'est un documentaire sérieux, de 1h30 à ce moment-là. Mais là, c'était ni l'un ni l'autre, c'était bizarre, ça marchait pas, et là, je commençais à perdre espoir. On est le 22 mai 2020. Ça faisait depuis septembre que j'étais dessus. Franchement, je commençais à démoraliser et à me dire que j'y arriverais pas.
J'ai pas beaucoup de contacts à ce moment-là. Je rappelle que je suis tout seul sur le projet. Il y a ma copine à qui j'en parle de temps en temps. Heureusement qu'elle a été là aussi. Il y a Takato à qui j'en parlais. Mais je commençais à broyer du noir, à me dire, est-ce que j'ai vraiment claqué je ne sais pas combien de mois de ma vie sur un projet qui ne va même pas voir le jour. Bah peut-être bien parce que la forme que ça, j'ai pas les épaules, j'ai pas le budget, j'ai pas j'ai pas le niveau pour faire un truc qui est de la gueule quoi, dont je pourrais vraiment être satisfait. Je me suis dit ça marchera pas. Alors pas de bol, juste après ça j'ai reçu des documents que j'avais commandés sur Mandarake en importation du Japon, des documents donc que voici. Il y a hop là le Kunio Okawara Exhibition Catalogue Legend of Mechanical Design. Donc c'est un catalogue donc d'une exposition autour de Kunio Okawara qui est sorti le 23 mai 2013, qui contient des visuels très importants des premiers Gundam, en fait, de la façon dont il les avait designés, et surtout des interviews en japonais qui sont traduites en anglais. Une page en japonais, une page en anglais, un document extrêmement précieux pour moi et qui a beaucoup alimenté le chapitre 5 du documentaire qui est centré sur Kunio Okawara, notamment parce que voilà, il évoque son parcours et la façon dont il est arrivé, où il avait travaillé à Tatsunoko, où il est arrivé ensuite à Sunrise. Très important ce document. J'ai également reçu autre document que je me suis fait importer, bien sûr le Genga Collection de Yoshikazu Yasuhiko. Pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est une bible hein, du Genga, hein, le livre est énorme, il y a beaucoup de documents. Et il y avait autre chose, le Mobile Suit Gundam Encyclopédia en 4 volumes, que c'était une réimpression de 1999. Je les avais commandés il y a longtemps et c'était arrivé pendant le confinement, ça m'avait étonné. Je me suis même tapé 60 € de douane, je me rappelle. Et c'était arrivé à un moment donné où je pensais carrément laisser tomber le documentaire. Je me suis dit, bon, je sais pas où va le documentaire, mais bon... j'ai payé ces documents super cher, je vais essayer quand même de les faire scanner, et donc je les ai fait scanner à Copy House, 104 rue de Sèvres à Paris 15, un imprimeur voilà, local, très sympathique, chez qui donc j'ai pu scanner tous mes documents, je le remercie beaucoup. Hein. Encore une fois, à ce moment-là, je savais pas où j'allais, hein. Je savais pas si le documentaire finirait par se faire ou quoi que ce soit. À la fin du confinement, j'en ai profité pour passer à Junkudo, j'ai acheté ça. Ça, c'est le Mobile Suit Gundam Large Dissection, sorti chez Sanei Shobo le 28 septembre 2017. Ça m'a pas été d'un grand secours, hein. En fait je m'en suis servi notamment parce qu'au début il y a des visuels, des posters, des films, tous les posters qui ont été publiés officiellement pour la promotion des films de la série sont dedans dans une qualité exceptionnelle, dans le sens où c'est des images, un beau papier avec en couleur, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les Animage, etc. Donc bon, c'était un document précieux. Donc pareil, je l'ai scanné un petit peu. Et le 5 juillet 2020, cette fois, le vrai Alexandre, j'ai rencontré Jet Black, qui m'a confié au total 6 Animage, 2 The Anime et 5 magazines Out. Là, on est sur du Out, en format un peu plus petit. Et là, on est sur une compilation de Animage et de The Anime. Hop là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, ces documents-là, je les ai non seulement scannés. Alors, cette fois-ci, je les ai scannés à point copie au 1er avenue Félix Faure. Ces documents-là ont été vraiment... extrêmement précieux pour le documentaire, il fourmillait d'images d'époque, du visuel, de photos, du staff, etc. Je me suis retrouvé avec beaucoup d'images, alors pas beaucoup plus que ce dont j'avais besoin, parce que pour le coup j'ai vraiment eu ric-rac, hein. J'ai eu pile poil le nombre d'images qu'il fallait pour le documentaire, mais voilà, sans Jet Black, je n'aurais pas pu avoir autant de visuels, et je le remercie énormément. J'ai bien dit, on a pris un verre, on a discuté, ça a été très agréable. Il m'a beaucoup parlé de Yamato également. Disons que grâce à lui, j'ai apporté quelques nuances sur la question de Yamato et ses aspects, comment dire, son aspect conservateur. C'est-à-dire que dans la première version du script, j'en parlerai plus tard, mais le chapitre 6 du documentaire est une analyse critique et comparative de Gundam et Yamato. Et le livre de William Edgebow, sur lequel je m'appuyais, était une étude universitaire qui était d'une trentaine de pages, qui est en fait un chapitre d'un livre plus conséquent, qui a été traduit par mon père d'ailleurs. Voilà, anecdote à la con, mais ça a été traduit par mon papa qui était professeur à la fac, et parce que c'était dans un anglais incompréhensible, hein. C'est un Américain, William Edgebow, hein, qui habite à New York. Il est professeur d'histoire à SUNY Oneonta, une université de New York, et c'était un anglais incompréhensible pour moi. Et comme mon père avait été à la fac, je lui ai dit, bon, est-ce que tu pourrais pas me traduire ce document? J'habite rien. Et il
Il m'a beaucoup aidé. Et dans ce document-là, il faisait donc une analyse comparative entre Gundam et Yamato. Effectivement, comme c'est subtilement indiqué dans le chat, que Gundam c'est de gauche et que Yamato c'est de droite. Droite, D-R-O-U-T-E. Hein. Je plaisante évidemment, c'est pas aussi simple. Mais bref, et ce que je veux dire, c'est que dans ce document, William H. Beau appuyait sur la responsabilité de Leiji Matsumoto dans cette, entre guillemets, prise de position politique. Chose que Jet Black m'a invité à nuancer, notamment grâce au personnage qui n'était pas très évoqué, et c'est un défaut d'ailleurs, qui n'était pas évoqué dans l'étude d'H-Beau, le personnage de Nishizaki. Yoshinobu Nishizaki, dont je consacrerai une importante partie du chapitre 6 à présenter ne serait-ce que le personnage en tant que tel, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à Jet Black. Mais qu'importe, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas bien. Ça, c'est le truc à retenir. J'étais pas bien, j'étais vraiment au bout du rouleau, je savais pas où j'allais avec ce projet. J'avais vu Jet Black qui m'avait redonné un peu d'élan et d'espoir sur le projet documentaire. Jet Black qui m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit « Ton documentaire, il est attendu ». Jet Black, dont je suivais le travail depuis très longtemps, que je rencontre IRL, qui me dit « Ton documentaire est attendu », sous-entendu par lui et peut-être par des amis à qui il a pu en parler, ça m'a... Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a touché. Ça m'a donné un élan énorme. Ça m'a donné beaucoup de courage. Pour autant, il ne le savait pas à ce moment-là, mais c'était la période où j'allais pas bien. J'allais laisser tomber le film, j'allais vraiment laisser tomber le documentaire. J'étais pas satisfait de ma voix, je l'avais dit, hein, j'étais pas satisfait de la façon dont ça avait été enregistré. Je m'étais dit que j'étais responsable de ça. C'était pas tant le micro que ma voix carrément qui posait problème. Je me suis dit, je vais pas être le narrateur du film parce que ça marche pas, je vais pas tenir 1h30, ma voix est pas agréable, elle est pas sympa, je suis pas un comédien de doublage. Et donc j'ai demandé à ma copine, qui s'avère être comédienne, et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas faire la voix off ? Et donc oui, il avait été question que le film soit doublé par une femme, ce qui en plus, moi, j'aime bien l'idée, c'était plus rafraîchissant, je trouve, je sais pas. Et donc oui, j'ai même une version complète du chapitre 1, doublée par ma copine. Nous vous proposons un voyage à travers le temps où nous reviendrons sur les origines du genre mecha pour comprendre en quoi cet animé fut une révolution. Nous vous proposons de découvrir la genèse de Mobile Suit Gundam. C'est elle qui avait fait ça, mais je me suis dit, bon, on va pas le faire sur mon micro, tant qu'à tout refaire depuis le début, la voix off, etc. On a enregistré ça avec un ami à elle qui s'appelle Nicolas Rouleau, qui deviendra plus tard l'ingénieur du son officiel du projet. Nicolas Rouleau qui arrive, très sympa, avec son matos, voilà, il déballe son matos à l'appart, avec le micro professionnel comme j'en avais jamais vu, avec sa tablette, son mic de mixage, son Mac... Moi, j'étais impressionné. Le son en cinéma, c'est un truc où j'ai toujours été mauvais. J'ai fait une école de ciné, mais jamais... Le son, pour moi, c'est à la fois magique et mystique. Alors, j'avoue que j'y connais pas grand-chose. Et Nicolas Rouleau qui débarque avec tout son matos, qui enregistre ma copine, voilà, qui est comédienne, hein, qui lit le texte vachement bien. Enfin, je veux dire, rien à dire. Elle est beaucoup plus compétente que moi là-dessus. Et à la fin de l'été, je suis plus en couple avec ma copine. On va rompre. Ça faisait 5 ans. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est important à préciser parce que ça devait être pendant un temps ma voix off. Et je me retrouvais tout seul dans ce 12 mètres carrés alors que j'avais partagé pendant des années. Bref, ça s'ajoute encore une fois à une période où j'étais vraiment pas bien. C'était compliqué à ce moment-là. Et c'est là que Nicolas Rouleau, qui donc avait été l'ingénieur du son lors de la seule et unique prise de son avec mon ex, du coup, maintenant, il arrive et il me dit, écoute, ton projet, il y connaît rien en Gundam, en animation japonaise, c'est pas son délire, mais il m'avait apprécié pendant l'enregistrement, on avait parlé un peu du projet, il m'avait dit, ce que t'as fait, c'est pas mal, il y a matière à faire un truc de bon, écoute, moi ce que je te propose, tu reprends tout depuis le début, toi et moi, on va faire la voix off. Nicolas Rouleau qui me dit, toi et moi, on va faire la voix off. Je t'enregistre, tu vas voir que tu vas être très bien, tu t'occupes pas du mixage sonore, etc. Ça, c'est ma partie, c'est mon boulot. Toi, t'enregistres la voix off. Et c'est ce qu'on a fait. Le 27 août, c'est ma première session d'enregistrement avec Nicolas. Il m'a donné une gifle monumentale. J'étais en PLS, je déprimais, j'étais pas bien, j'étais la vie c'est de la merde, ça va faire 1 an que je bosse sur un truc qui aboutit pas. Et Nicolas, il me dit, attends, c'est quoi ça ? T'arrêtes un peu tes conneries. Je te jure, un vrai daron, le gars. Et il m'a dit un truc dont je me rappellerai toujours, il m'a dit, écoute, tu t'imposes des trucs que tu tiendras pas. Si tu veux faire un documentaire Arte, tu pourras pas. Tu fais ça bénévolement, t'as pas une équipe de prod, t'as pas tout ça. Donc, fais ce que tu peux avec tes moyens,
L'idée, c'était qu'à la fin, je puisse regarder le documentaire en me disant c'est ce que je pouvais faire de mieux avec ce que j'avais. C'est ce qu'il m'a dit. Et oui, effectivement, c'était le Gordon Ramsay du projet. Il fait wow, t'arrêtes tes conneries. Maintenant, il s'agirait de grandir et t'as fait 1 heure de documentaire, c'est pas mal. Et bah, tu sais quoi, si t'as fait 1 heure de documentaire hier, tu peux le faire demain. Tu peux recommencer depuis le début. T'aimes pas le montage? Et bah, tu rayes tout, tu refais tout depuis le début et puis c'est pas grave. Ah, c'était démotivant, mais une gifle à la Bright Noah. Mais oui, mais il m'a pas giflé, mais il aurait dû. Des fois, il faut gifler les gens comme moi. J'ai tendance à vite me laisser porter par la dépression, le machin. Il faut, allez, t'arrêtes tes conneries. Et voilà, c'est pour ça que dans le générique de fin, je lui dis, t'as sauvé le projet. Il a sauvé le projet. Le document, je l'en remercie aujourd'hui. Il est très modeste comme garçon. Si jamais il est pas là ce soir, mais s'il était là, il vous dirait que non, j'ai rien fait, arrêtez, ne me regardez pas. Je le dis haut et fort. Il a sauvé le projet. Sans Nicolas Rouleau, le documentaire n'existerait pas. Donc je commence à faire mes sessions d'enregistrement de la voix off avec lui à partir du 27 août 2020. Il y aura au total 5 autres sessions d'enregistrement, 6 au total. Je reprends tout depuis le début. La motivation est maximale. Je me dis, allez hop, je reste enfermé chez moi. Je fais tout ce qu'il faut. Oui, j'ai pas précisé. Pendant ma période où j'allais pas bien, j'ai aussi perdu mon emploi. Oui, parce que j'ai perdu ma copine, mon emploi. Rien n'allait. Hein. Donc à ce moment-là, j'ai plus d'emploi. Donc je suis au chômage, pas partiel, hein, chômage le vrai de vrai. Et donc j'ai plus rien, j'ai tout pour déprimer, mais Nicolas Rouleau, il est là derrière moi, tatane, je mets mes problèmes de côté, concentre-toi sur ton projet, je m'enferme chez moi, je sors que pour faire les courses, et encore, je mange très peu, je dis pas que c'est le comportement le plus sain à adopter, clairement pas, mais bon sang, ce que ça a été l'une des périodes les plus belles de ma vie, je serais incapable de vous dire pourquoi, à partir du 27 août 2020 jusqu'à la sortie du film. Je suis un ermite, je vis chez moi, je travaille 20 heures par jour, je dors pas, très peu. Quand je m'endors, c'est à côté de mon clavier, je me réveille 20 minutes plus tard, la tête dans le machin, je prends des ramen là, à faire cuire rapidement et je retourne sur le montage. C'était pas sain, c'était pas bien, mais bon sens, que c'est une période que j'ai adorée. Ça peut paraître curieux à dire, mais c'est une période que j'ai vraiment adorée. Sincèrement. Donc, nuit et jour, je bosse là-dessus. Le 14 octobre 2020, je contacte William H. Beau, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est le monsieur donc qui a fait l'étude universitaire, donc l'étude comparative entre Gundam et Yamato, et je le contacte pour lui demander si il m'autorise à utiliser une partie, voire la quasi-intégralité de sa thèse en guise de chapitre 6 de mon prochain film documentaire. Il s'avère que le gars est adorable. Il me dit non seulement tu peux, mais en plus, je vais t'aider à écrire ce chapitre 6, faire une synthèse de ma thèse. Donc à partir de maintenant, je commence à échanger avec lui par mail, et il reconnaît, donc j'en avais parlé avec Jet Black, il reconnaît que dans sa thèse, il avait un peu oublié le personnage de Nishizaki, qui a eu un rôle déterminant en fait dans les positions que va adopter l'animé Yamato. Et il me dit, voilà, ce document-là que j'ai publié à l'époque, qui commençait déjà à dater, hein, il m'a dit, il y a des choses qui sont pas tout à fait exactes. Si Yamato est une œuvre conservatrice, la faute est plutôt à attribuer peut-être à Nishizaki plutôt qu'à Leiji Matsumoto. Il s'agirait en tout cas de faire preuve de prudence par rapport à ça, prudence qu'il n'avait peut-être pas forcément eu dans son texte original. Et donc j'ai eu la chance donc de pouvoir collaborer avec lui. Donc c'est la seule vraie collaboration au sens qu'il a vraiment participé au processus d'écriture du chapitre 6 en l'occurrence. L'idée c'était voilà, il faut pas qu'il y ait il s'agit pas d'avoir des opinions politiques ou de quoi que ce soit, il s'agissait juste voilà d'être le plus clair sur ce qui s'est passé sans ambiguïté. Ça a été un honneur pour moi de travailler avec lui. C'est un professeur qui enseigne l'histoire à ses élèves et qui en profite aussi pour enseigner un peu l'histoire de l'animation. Je rêverais d'avoir un professeur comme ça en France, il paraît qu'il y en a. Il m'a dit qu'il y en avait en France. Un monsieur adorable. Ça a été un plaisir de le rencontrer. Moi, mon idée, c'était d'être le plus objectif possible. Et bien sûr qu'on peut pas être objectif. Mais ce chapitre 6 m'a fait peur. Hein. Quand j'ai commencé à l'écrire, et même juste avant de sortir le film, j'avais un peu peur de ce chapitre 6, qui était vraiment très, très analytique en fait. Le problème, c'est que j'avais pas, par exemple, eu de contre-thèse de ça, de contre-thèse de la démonstration comparative d'Hbo. Donc j'avais vraiment que son analyse à lui, et j'avais un peu peur de ce chapitre-là. Je m'étais dit, peut-être que c'est le plus subjectif finalement des chapitres du... Je ne fais pas que dire qu'à telle date il s'est passé ça, là je suis en train de faire une analyse politico-historique de Gundam et Yamato, et j'avais peur un peu de la façon dont ça pourrait être reçu. Au final, je pense que avec Hbo, on s'est bien débrouillé pour rendre ça le plus objectif, le plus clair possible, quand bien même l'objectivité n'est pas possible. On a tenté de rendre ça le plus journalistique entre guillemets possible, sans mettre d'opinion personnelle ou de choses comme ça, sans affirmer des choses dont on ne peut pas être sûr. C'est une simple analyse de l'œuvre, c'est tout, sans émettre aucune opinion quelconque.
Donc le 30 octobre, c'est le début du second confinement, mais très clairement je m'en fous, parce que je suis déjà confiné. Le montage, il est intensif, je fais que ça, je l'ai déjà dit. Et le 6 novembre, donc ça fait seulement un peu plus de 2 mois que j'ai repris de manière intensive le documentaire depuis le début, et j'ai déjà rattrapé mon retard par rapport à la première version de mai 2020. J'ai 1 heure de film monté, j'ai déjà rattrapé mon retard, c'est vous dire à quel point j'ai travaillé vite à ce moment-là. Je regarde le résultat, donc j'exporte les 1 heure de film, je regarde le résultat et cette fois-ci, je suis pleinement satisfait de mon travail qui, à ce moment-là, ressemble exactement à ce que vous avez. Donc c'est la première heure de film du documentaire, c'est ce que j'ai vu à ce moment-là. Je suis pleinement satisfait de mon travail. Sans prétention aucune, hein, je veux dire, j'ai regardé, je me suis dit, voilà, ça c'est bien, ça je valide, ça me va. Je suis content de ça. L'un des derniers comédiens que j'ai eu, c'était Gorkab, le youtubeur Gorkab, qui a accepté de doubler Sid Mead, parce que j'étais en galère de comédien à ce moment-là. Et il a doublé Sid Mead, ce qui m'a fait rire, parce que Gorkab est un youtubeur qui parle de l'histoire de l'image de synthèse dans le cinéma, et il avait déjà évoqué, alors pas Sid Mead forcément, mais il avait déjà évoqué The Last Starfighter par exemple, sur lequel avait déjà planché Sid Mead, qu'il évoque d'ailleurs dans son interview qui provient d'ailleurs de l'édition Blu-ray de Turn the Gundam. Du coup, c'est mon seul guest du documentaire, c'est la seule voix guest. Noël 2020, j'ai fini le film, il est monté. Alors j'ai fini le film, mais j'ai cette idée-là que, ouais mais attendez, parce que bon, moi je suis un gugus de 25 ans, je suis pas le plus grand connaisseur Gundam au monde, j'ai fait mes recherches certes, mais voilà. Donc c'est là que Saga rentre en jeu. Je soumets le film à Saga, président de la HUG, pour avoir son opinion sur le film, pour savoir ce qu'il en a pensé. Le 28 décembre 2020, Saga m'appelle, il me dit, voilà j'ai vu ton film, c'est bien, il valide mon film. Je rappelle, encore une fois, je suis un modeste youtubeur de 200 abonnés, je suis pas très sociable, je suis plutôt... je ne tutoie pas, à ce moment-là, les gens du Twitter, Mecha, etc. Et Saga en personne me dit, je valide ton film. Bah, hein? Ah bon? Ah bon? Je m'attendais à un truc. Écoute, y a un truc qui va pas, comment te dire? Bah c'est de la merde. Tu dis plein de trucs qui sont fausses, tu t'es gouré dans plein d'endroits. Bon, franchement, je m'attendais peut-être pas à ce qu'ils le disent comme ça, mais j'avais peur. À ce moment-là, je me dis, ah, merde qu'est-ce qu'il va en penser? Et non, j'étais le mec le plus heureux du monde. Si Saga valide le film, pour moi, c'est bon. Saga, qui je le rappelle, à ce moment-là, là où je l'avais entendu le plus longtemps parler de Gundam, c'était quand il était passé en tant qu'invité sur Click TV dans La Légende Mobile Suit Gundam. Il avait été présenté comme un expert Gundam. Spécialiste Gundam officiel, c'est-à-dire que tu es validé par le Japon pour parler de Gundam. C'est vraiment le titre, pour moi, c'est Saga, expert Gundam, tu vois, c'est écrit. Et si l'expert Gundam français me valide le film, c'est la consécration, la reconnaissance ultime. Alors, évidemment, il m'a dit, alors, il y a quelques petites erreurs, surtout des erreurs de traduction, de prononciation aussi. Il y a quelques petites erreurs. Alors, exemple d'erreur à la con que j'y avais, c'est interview de... Elle est pas mal celle-là. Interview de Yoshikazu Yasuhiko qui dit « Je suis allé, j'étais dans les toilettes et j'ai perdu connaissance, etc. Et je veux absolument pas perdre connaissance maintenant parce que il est aux toilettes. C'est pas très sympa de perdre connaissance aux toilettes, quoi. C'est un peu, c'est un peu humiliant. Sauf qu'en anglais, il disait pas toilette, évidemment, il disait bathroom, que j'avais traduit par salle de bain. Et donc, c'est tout con, hein, vous voyez, c'est bon, j'avais traduit, du coup, il y avait le comédien qui était venu pour dire, j'étais allé dans la salle de bain, et Saga qui me dit, alors par contre, c'est pas salle de bain, c'est toilette, c'est pour ça que l'anecdote est amusante, parce qu'il dit toilette. Voilà. Et j'étais complètement passé à côté de ça. Et donc, j'ai dû rappeler le comédien pour juste ce petit machin. Je continuais à me répéter, je ne peux pas mourir maintenant. Je ne peux pas mourir maintenant. Je suis allé dans la salle de bain. Mourir maintenant serait vraiment pathétique. J'étais aux toilettes. Mourir maintenant serait vraiment pathétique. Pareil, Sid Mead, la prononciation Sid Mead, au début je disais Side Mead et pas Sid Mead. En quête de visuel pour illustrer son scénario, Chip Rother constate qu'il habite près de l'artiste Side Mead. Chip Rother constate qu'il habite près de l'artiste Sid Mead. C'est con, hein, mais bon, voilà. Et pourtant, c'est bien Sid Mead, hein, j'ai revérifié encore après. C'est bien Sid Mead. Donc voilà, Saga m'a aidé sur plein de détails comme ça. Saga qui a également fait beaucoup de traductions. Il a traduit le générique de début de l'animé 79. Il a traduit quelques publicités également qui sont présentes dans le documentaire. Plusieurs petits passages comme ça. Donc je remercie énormément Saga pour ses traductions. C'est
impeccable, et grâce à lui, voilà, il y a toutes les petites pubs un peu bébêtes que je montre en guise d'extrait sont traduites grâce à lui, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc Saga valide le film en décembre 2020. En janvier, je corrige toutes les petites erreurs, le bassroom, le seed mid, donc je refais venir mon ingénieur du son Nicolas Rouleau pour une 6e et dernière session d'enregistrement pour faire les recuts, voilà, tout ça. Et c'est aussi à ce moment-là que, toujours sous les conseils de Saga, le générique de fin, ça devait être la musique Cross of Sound, la musique de fin du premier film Gundam, et ça devait être ça, le générique de fin. Sauf qu'effectivement, bon, par rapport à YouTube, j'avais un peu peur, et Saga m'a bien dit que là, c'était compliqué à justifier, même avec la citation du droit, l'exception de droit d'auteur, c'était compliqué de justifier la présence d'une musique dans son intégralité pour un générique de fin non interrompu, etc. Et donc j'ai fait composer le Cross of Sound, pardon, je l'ai fait recomposer au piano pour le générique de fin que vous connaissez et que je trouve très bien au piano. Ça donne un côté un peu noble, un peu plus épuré à la fin. Ça va très très bien à l'ensemble. Le 25 janvier 2021, j'annonce la sortie du film sur Twitter. Pour la première fois, j'annonce publiquement que je vais faire un film parce que je répète qu'à ce moment-là, pendant toute la production du film, en dehors de Takato, en dehors de Jet Black, de Saga, de quelques personnes qui m'ont aidé, personne n'était au courant. Je m'en étais pas vanté, justement dans l'optique où peut-être que le projet se ferait jamais et je veux pas teaser un truc qui potentiellement ne sortirait pas. Donc j'avais rien dit. Et là, c'est chose faite. Le 25 janvier 2021, je publie le poster, le film va sortir. Grosse pression. Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être apprécié? J'étais à ce moment-là encore en train de faire des réparations au film, des recuts, des choses comme ça. Je peaufinais encore un peu le film. Et j'avais un peu peur parce que j'avais annoncé le film et j'avais peur de... Je pensais pouvoir le sortir dès janvier. Et j'avais dit, ah merde, je pensais pouvoir sortir dans 2-3 jours. Mais en fait, non, j'ai encore 2-3 ajustements à faire. Et donc, j'ai improvisé complètement un trailer que j'ai publié le 30 janvier 2021. Donc 5 jours après l'annonce du film. Trailer qui a été ultra bien reçu. Beaucoup de réactions. J'ai été stupéfait par le nombre de retweets. Vous avez tous aidé, tous autant que vous êtes présents sur le chat, à la promotion du film sur les réseaux sociaux. Ça m'avait fait extrêmement plaisir. Et j'étais tombé des nues. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le trailer avait été complètement improvisé. Personne n'avait encore vu le film. Et l'attente semblait énorme. Je repense encore à professeur Gros Robot sur Twitter qui était impatient de voir le film, par exemple. Je me rappelle de lui parce qu'il était très insistant sur « Ah, il sort quand ?» parce que j'avais pas donné de date à ce moment-là. Et dans le trailer, j'étais assez énigmatique. J'avais juste dit février pour me laisser un peu de marge. Le 13 février 2021, le film est sorti. Ah, c'était super, c'était génial, c'est sorti sous le format première sur YouTube qui permet de pouvoir diffuser comme si c'était un live, une vidéo pour qu'ensuite elle soit disponible de manière normale comme une vidéo classique sur la chaîne YouTube. Ce chat a été l'une des meilleures périodes de ma vie, vraiment. Enfin, quand je dis meilleure, c'est l'une des meilleures soirées de ma vie. Je me suis acheté une boisson énergisante, j'ai horreur de ça, mais j'ai acheté une boisson énergisante. J'étais requinqué, quoi. Encore une fois, l'été 2020, tout déprimé, PLS, sous la couette, j'ai pas envie de machin, je suis déprimé. L'exact contraire de ce que j'étais ce soir-là, de 13 février 2021, je me sentais puissant, je me sentais bien, j'avais le stress évidemment, mais j'étais fier, je me disais, mon travail va être vu par des gens, ça fait plaisir. Le champagne, c'était le lendemain. Que j'ai pris une petite flûte de champagne. Je ne bois pas d'alcool, faut le savoir, mais je me suis acheté pour le plaisir du champagne. Ça m'a fait plaisir. Là, c'était vraiment la teuf dans ma tête. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point vous m'avez tous fait vachement plaisir sur les réactions. Toutes les réactions étaient positives. Ça m'avait fait tellement plaisir. Tout le monde a été adorable. Tout le monde avait des mots tellement gentils. Enfin, je savais plus où me mettre. Je recevais des compliments tous les jours. Tous les jours, j'avais des nouveaux commentaires. Ça s'est calmé, heureusement. Maintenant, heureusement, je veux dire. Pas négativement, mais je veux dire, évidemment, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Mais pendant un mois, facile, tous les jours, j'avais des notifications de « Ah, vous avez reçu un nouveau message ?» Alors, je disais « Ah bon ?» Et je regardais tous les commentaires, j'ai répondu à tous les commentaires, sans exception. J'étais heureux. À un point, j'étais très longtemps, en février 2021. Je le suis toujours, ça se voit, je crois. Mais non, c'est une très bonne expérience. Génial. J'avais l'impression d'être un mec famous, un grand youtubeur. J'étais content, les réactions étaient super. Il y a beaucoup de Japonais qui ont vu le film aussi. Pareil, ça m'a fait tout drôle. J'ai eu beaucoup de réactions de Japonais qui voulaient voir le film, ça. Donc, comment vous dire à quel point je suis heureux? Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, je termine là-dessus. Presque 15 000 vues pour le documentaire, plus de 1000 likes, 2 dislikes. Et je sais qui c'est.
Je déconne pas. Oui, parce que j'ai eu mes premiers haters aussi, hein, forcément. 15 000 vues, mais vous êtes fous. Il fait 2 heures le film, 2 heures. Vous êtes fous, 15 000, n'importe quoi. Non, pour moi, c'est irréel. Il y a une ancienne vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pop Review où je remerciais les gens qui étaient alors 80 abonnés sur ma chaîne et je disais, vous êtes 80 abonnés, c'est un truc que je dis dans la vidéo, vous êtes 80 abonnés, ça peut sembler pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Vous êtes un peu moins de 80 sur ma chaîne. Je sais très bien que certains pourraient rire, me dire que 80, c'est pas grand-chose. 80, c'est énorme. Pour moi, ce nombre, ça veut dire qu'il y a 80 personnes qui m'ont écouté. Certains m'ont même encouragé. Eh bien, à ces 80 personnes, je tiens à dire merci. Merci de m'écouter. Merci d'être là. Ça représente beaucoup pour moi. C'est énorme, 80 abonnés, et j'insistais là-dessus en disant 80 abonnés, pour moi, c'est vraiment énorme. Et il y a une vidéo de moi en train de dire ça, et je le pensais, et je le pense encore, 1000 abonnés. Pour moi, c'est waouh, imaginez ce qu'on peut faire avec 1000 personnes. Mon premier hater officiel, ça y est, j'en ai un. J'ai parlé avec lui pendant 4 heures d'affilée, je déconne pas, sur Discord. Parce que j'ai ouvert mon Discord entre-temps. Je vais pas parler de lui, c'est débile. Je suis pas du tout le genre de gars qui fait du clash, mais je le cite, ce n'est pas comme ça que je veux enseigner l'animation japonaise. Il m'a dit beaucoup de choses, bien sûr, mais je pense que ça cristallise un peu ce qu'il pense de moi et de mon film. C'est quelqu'un qui ne dit pas Astro Boy, c'est quelqu'un qui dit Tetsuwan Atom, ce n'est pas quelqu'un qui dit Mobile Suit Gundam, c'est quelqu'un qui dit Kido Senshi Gundam. C'est quelqu'un qui parle japonais, selon lui, et qui veut qu'on prononce tout à la japonaise. C'est un puriste. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui, voilà, avait pas du tout aimé comment je prononçais les noms, etc. Et il m'avait dit, t'as mis, il y a un moment dans le documentaire, tu précises que le premier film ne s'appelle pas Mobile Suit Gundam 1, mais Mobile Suit Gundam tout court, parce que justement Tomino a pas pu mettre le numéro 1 pour le signifier comme étant le premier de la trilogie. Mais ça c'est bien, il m'a dit ça c'est la bonne route à suivre, c'est bien, il faut que tu continues comme ça. Merci professeur de m'indiquer la bonne route à suivre. Il y a un côté très, très sectaire là-dedans je trouve, mais c'est la bonne voie à suivre. Ce que tu as fait là c'est bien, le reste c'est caca, mais ça c'est très bien, bravo. Tu comprends la bonne voie, la bonne chose. Pour le prochain film, il faut pas que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses comme moi, je te dis de le faire. Et quand je lui ai dit que je fais à peu près ce que je veux quand même, parce que c'est un peu mon projet, quoi, il m'avait bien fait comprendre que ce n'est pas comme ça que je veux enseigner l'animation japonaise. Et là, il est parti de mon Discord, il a mis un dislike, il a supprimé tous ses commentaires de ma chaîne YouTube. Oh là là mon premier hater, mais j'en rigolais plus qu'autre chose. J'étais, ah bon, quand même, ah oui, il faut. Pour 15 000 vues, je m'attarde sur le seul gars qui est pénible, c'est la malédiction des réseaux sociaux, on retient que le négatif. Je veux pas terminer sur ce personnage, je veux terminer sur merci à tous. J'ai aucun mot en fait. J'ai essayé dans ma vidéo merci de manière un peu maladroite parce qu'à ce moment-là j'étais dans une PLS cosmique totale de beaucoup de gens s'intéressent, me regardent et s'intéressent à ce que je fais. C'est quoi je fais quoi, comment je m'appelle, c'est quoi mon nom. J'étais dans une PLS cosmique quand j'ai fait ma vidéo de remerciement, donc j'étais tout pas bien, tout machin. J'étais hésitant, mais non, j'étais pas bien. Mais j'étais pas bien dans le sens positif, c'est-à-dire que j'étais sur un nuage à des kilomètres. Je m'avais perdu. Alors j'ai été un peu long, peut-être un peu. Je sais pas si j'ai bien expliqué toutes les étapes par lesquelles je suis passé. J'essaie aussi de vous répondre du mieux possible. J'espère avoir été le plus clair possible. J'espère que vous voyez un peu mieux comment j'ai réalisé tout ça. Je tiens à préciser, donc je dis souvent que j'étais seul pour le faire. Du coup, j'étais pas seul. Pas seul en ce sens que, oui, bien sûr, pendant des mois, j'étais chez moi comme un ermite, etc. Mais j'avais mes comédiens de doublage que je remercierai jamais assez pour le temps qu'ils ont fourni, pour leur disponibilité. J'avais Takato, heureusement, Takato qui dit tout le temps qu'il a eu aucun impact, que c'était pas important, qu'il m'a pas aidé ou qu'il a rien fait, qui a tendance à diminuer son importance. Takato, merci à toi. Le soutien moral de pouvoir parler à quelqu'un quand on fait ce genre de projet, c'est inestimable. J'avais Saga, Jet Black, j'avais ma copine, beaucoup de gens comme ça m'ont aidé, m'ont soutenu et je les en remercie. Et aujourd'hui, c'est vous qui me soutenez et je vous en remercie
également. Depuis la diffusion de ce live, plusieurs choses se sont passées et certains éléments importants ont été omis. Le 12 février 2021, la veille de la sortie de la jeunesse de Gundam, le site de CNews publie un article sur le film qui fait suite à une interview menée par Nicolas Caillot. Le même jour, Manga News évoque également la sortie du documentaire. Le 18 février, 5 jours après la sortie du film, c'est au tour de Dozodomo de rédiger un article. Le 22 février, lors de son émission 301 vues sur le stream, Cyprien évoque son coup de cœur pour mon film. Moi, je vous recommande une vidéo qui s'appelle la jeunesse de Gundam, ce qui est un reportage, enfin un documentaire de 2 heures par une chaîne qui s'appelle le Pin Platypus. Et donc du coup, c'est sur le Gundam. Vous connaissez les Gunpla, Oui. Voilà, les robots à construire. Et du coup, ça explique comment le dessin animé a été créé, la licence, etc. Et je trouvais ça fou que quelqu'un, pendant 1 an et demi, travaille sur un documentaire hyper bien branlé, ça se regarde, enfin c'est passionnant quoi. En plus, Trop bien. Thématique. Trop cool. Le 1er mars, je suis invité à participer avec le professeur Gros Robot sur le live Twitch d'Usul pour parler de mon projet et de Gundam en général. Malheureusement, le 15 mars, la société Dynit, détentrice des droits de Mobile Suit Gundam en Italie, a fait bloquer la diffusion du film dans le monde entier. Après négociation, le film est redevenu accessible dès le lendemain avant d'être à nouveau supprimé le 1er juillet, cette fois par Bandai Spirits. Conscient que YouTube est une plateforme totalement inadaptée à ce genre de contenu, j'ai republié le film sur Vimeo le 2 juillet. Le 26 juin, j'ai été invité par Olivier Fallet au Crunchyroll Festival pour parler avec lui et Saga autour d'une table ronde des origines de Gundam, la série originale ayant depuis été diffusée pour la première fois en France sur Crunchyroll. Ça a été pour moi la consécration ultime. Encore une fois, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont vu et soutenu le film. Tout ça, c'est grâce à vous.